Bonjour à tous et bienvenue dans cette session autour des containers. Je suis Abbas Safouatou et je suis Solution Architect chez Amazon Web Services. Aujourd'hui, nous allons pouvoir donc nous intéresser aux containers sur AWS, comment ça fonctionne, qu'est-ce que nous proposons. Et nous aurons aussi le plaisir d'avoir le témoignage de Jean-Philippe Caruana, qui est directeur technique chez DeepKey. Mais avant de commencer, un petit peu d'intro. Quels sont ceux dans la salle qui ne connaissent pas les conteneurs, qui ne les ont jamais utilisés ou qui ne les ont jamais mis en prod? Bon bah, ça va. Du coup, l'intro vous servira. Merci à tous. Donc, on va commencer par un petit peu d'intro. Donc, qu'est-ce qu'un container? Eh bien, un container, c'est un package, donc c'est une entité atomique. Donc un package qui contient à la fois tout ce qui est nécessaire, donc le code de votre applicatif, mais aussi toutes les librairies nécessaires pour faire fonctionner ce code. Donc il existe d'énormes techniques et de solutions de containerisation. La plus populaire en ce moment, c'est Docker, qui propose une standardisation de ces technologies de packaging en proposant quelque chose qui permet donc d'être à la fois portable, léger et surtout standardisé. C'est-à-dire qu'en fait, l'un gros intérêt d'utiliser un container Docker, c'est que vous pouvez du coup facilement vous dire que ce que vous avez fait, ce que votre développeur ou ce que vous-même vous avez pu faire sur votre ordinateur va se retrouver en production et va contenir tout ce qui est nécessaire pour que ce package puisse fonctionner de manière complètement autonome avec tout l'ensemble de ces librairies nécessaires. Un container fonctionne au-dessus d'un OS, mais il contient lui-même en général aussi un operating system. Donc, en général, quand on parle de conteneurs, vous avez sûrement entendu parler de microservices. Pourquoi? Parce que souvent, les conteneurs sont utilisés dans ce domaine-là et sont associés aux microservices et donc de la transformation de votre applicatif. Pour pouvoir passer d'un monolithe aux microservices, on entend souvent parler de containers. Mais finalement, quand on parle de microservices, qu'est-ce que c'est? Et donc ici, on a Adrian Cockcroft, qui est aujourd'hui VP architecte chez AWS et qui était avant lead architecte chez Netflix. Donc, quand il s'agit de mettre une architecture à l'échelle, d'être en mesure d'utiliser quelque chose d'ultra redondant et d'ultra performant, Adrian sait de quoi il parle. Et l'architecture Netflix est une architecture qui est largement orientée autour des microservices. Mais vous allez me dire, qu'est-ce qu'une architecture orientée microservices? Eh bien, c'est une architecture composée d'éléments qui sont faiblement attachés les uns aux autres et qui discutent au travers d'un contrat d'interface. Donc ça permet d'éclater votre monolithique en un ensemble de sous-couches ou de sous-parties qui discutent les unes entre elles et qui sont complètement indépendantes les unes entre elles. Ce qui fait que si aujourd'hui vous avez votre groupe de développeurs qui est un vrai fanat de Java et qui ont tout développé en Java pour ce microservice, un deuxième groupe de développeurs peut redévelopper le microservice en React.js par exemple, ou en Node.js, pourquoi pas, et se dire, en fait, vu qu'il couvre les mêmes besoins, finalement, le reste de l'applicatif n'utilise pas les microservices. Et enfin, le reste de l'applicatif, n'a pas besoin d'être modifié par rapport à ce microservice qui, lui, vient d'être modifié. Pour vous donner un ordre d'exemple, le site Amazon.com, que vous connaissez peut-être, utilise massivement des microservices. Donc il y a des milliers de microservices qui cherchent à composer la plateforme. Il y a par exemple des microservices qui vont s'occuper de calculer la conversion d'une monnaie vers une autre. Un microservice qui va s'occuper uniquement du panier. Et donc quand vous surfez sur le site Amazon.com, vous avez un ensemble de microservices qui sont utilisés. Et une métrique est toujours intéressante parce qu'elle permet de voir la puissance en fait, que l'on a lorsqu'on a des microservices. Le site Amazon.com met à jour son site 2 fois par seconde. Donc 2 fois par seconde, il y a quelque chose sur le site qui a changé, et c'est des fois presque indescriptible, et des fois c'est majeur. Et ceci est faisable grâce aux microservices et au fait que chacune de vos équipes peut travailler à mettre à jour ce microservice. Et du coup, on se dit souvent, si je fais du microservice, je fais du container.
Pourquoi? Eh bien, on va y revenir juste après, mais en tout cas, ne partez pas avec l'idée que si vous faites du microconteneur, c'est que vous faites, si vous faites du microservice, pardon, c'est que vous faites du container. On peut faire des microservices sans pour autant faire de container. La logique que je viens d'expliquer est une logique d'architecture, un pattern d'architecture qui peut être porté par des conteneurs, comme il peut être porté par autre chose que des conteneurs. Mais finalement, les conteneurs se prêtent quand même assez bien à cette logique de microservice, tout simplement parce qu'on peut définir un job, un service, un conteneur ou un groupe de conteneurs. Et du coup, il devient très facile de déployer ces microservices, puisque du coup, on va définir un conteneur pour chaque microservice et se dire, bon, ben, finalement, un ou plusieurs conteneurs pour chaque microservice, et du coup, se dire que finalement, chaque service peut être déployé indépendamment les uns des autres, on peut mettre un jour un conteneur, et du coup, on peut facilement mettre à jour notre applicatif. Et aussi, on peut se permettre de gérer facilement les montées en charge, c'est-à-dire que si un microservice est plus utilisé qu'un autre, il peut être décuplé, donc on peut multiplier les containers associés à ce microservice. Et du coup, manager un microservice, ou plutôt manager un container, c'est quelque chose de facile. Un développeur a fait sa part du travail, l'a containerisé dans un package sur son laptop et décide donc de maintenant le déployer. Donc il envoie en production ce package. Ce package peut être multiplié puisque pour pouvoir tenir la charge, on va non pas avoir un seul conteneur, mais on peut par exemple en dire qu'on en a 10, 20, 100 qui sont identiques les uns aux autres et qui vont vous permettre de supporter plus de charge grâce à la multiplication de ces containers. Et du coup, manager un conteneur, c'est facile, mais manager des centaines de conteneurs, c'est tout d'un coup beaucoup plus compliqué, puisque quand on passe à l'échelle, on a des problèmes qui peuvent arriver par la suite, comme par exemple le fait que ces conteneurs, je vais les faire tourner sur des machines, où je place mon conteneur par rapport à telle machine, si ma machine tombe, qu'est-ce que je fais, comment je relance facilement ce conteneur, comment je m'assure que j'ai déployé la nouvelle version du code, puisque comme on parlait d'Amazon, avec la possibilité de déployer des centaines de microservices, finalement, ça veut dire que régulièrement, je vais devoir redéployer une nouvelle version du code. Et finalement, on s'aperçoit que ce qui était très simple à gérer sur un laptop, sur un ordinateur, devient tout de suite assez compliqué. Et c'est pourquoi, du coup, on a besoin d'outils pour ce faire, et on utilise des outils d'orchestration. Mais que sont les outils d'orchestration? Ce sont donc des outils qui vont nous aider à déployer, à manager et surtout à gérer le scale de nos conteneurs. C'est grâce à ces outils que vous allez pouvoir en fait vous simplifier la vie pour déployer de nouvelles versions de vos conteneurs, pour faire en sorte que les conteneurs par rapport à l'infrastructure sous-jacente, puisque naturellement ces conteneurs tournent sur des machines virtuelles dans le cas d'AWS, mais vous avez besoin quand même de machines sous-jacentes. Et donc, du coup, vous avez besoin de gérer et de placer, de résoudre les problèmes dont on a parlé. Et pour vous aider à le faire, on a différentes solutions d'orchestration. Et sur le marché, là, on existe nombreux. Il y a de nombreuses solutions. On va avoir ECS d'un côté, Kubernetes, Docker Swarm ou encore Mesos. Sur AWS, nous, on vous propose moins d'options, mais qui sont des options tout aussi bien maîtrisées. On va vous proposer donc ECS, ECS Fargate ou encore Kubernetes, donc EKS. Mais aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à la partie Fargate et à la partie EKS. Pour Fargate, c'est assez simple. On avait donc un container et donc du coup un ensemble de machines à déployer. Et on se rappelle de la difficulté que l'on pouvait avoir à déployer et à gérer des containers. Pour ce faire, avec ECS, on va simplement le faire. Comment fonctionne ECS? ECS, on vous propose qu'on appelle un control plane, donc c'est la partie que vous pouvez voir en haut et en gris. Cette partie est gérée par AWS. Donc c'est nous qui allons mettre en place le mécanisme, les algorithmes d'orchestration qui sont nécessaires à déplacer et à gérer vos conteneurs. Vous vous occupez de la partie sous-jacente, donc de la partie qui est ici dans les carrés orange. Donc vous allez définir un ensemble d'instances. Sur cet ensemble d'instances, vous allez pouvoir faire tourner vos différentes tâches et vos différents containers. ECS donc, propose du coup une intégration avec la plateforme AWS.
vraiment très simple, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de s'intégrer avec des ELB, donc des load balancers, de faire des groupes autoscaling pour les instances EC2 sous-jacentes. On peut aussi s'interconnecter, Beanstalk va utiliser de l'ECS. On a des services de registry tels que ECR et tous les services de supervision qui sont AWS CloudWatch. Et l'avantage de CS, c'est que vous êtes virtuellement limité. Vous pouvez gérer des clusters qui vont s'appuyer sur des centaines de nœuds sans problème, et donc gérer des milliers de containers au-dessus de ces nœuds. Et c'est un service qui, du coup, vous permet aussi de load balancer directement les conteneurs en utilisant des ALB ou des ELB. Mais le problème de CS, c'est que, comme je le disais, on s'appuie sur des instances EC2. Donc ça a des avantages de s'appuyer sur des instances EC2, puisque du coup, vous pouvez, grâce à ça, avoir maîtrisé l'instance que vous souhaitez maîtriser, donc avoir des instances GPU, d'avoir du spot, on y reviendra. Mais fatalement, quand il faut ajouter des machines, c'est vous qui avez défini un groupe autoscaling qui va donc passer de 1 à 4 machines. Une fois que les 4 machines sont là, ECS va s'occuper de déplacer les containers, les différentes tâches sur l'ensemble de vos instances EC2. Avec Fargate, on s'est dit, mais finalement, moi, gérer le cluster d'instances EC2, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de me focaliser et de me concentrer sur mon applicatif et sur mon business. Ce qui me fait gagner de l'argent et ce qui fait avancer mon entreprise, c'est mon conteneur. Ce n'est pas ce sur quoi va tourner le conteneur. Et c'est pour cela que l'on a proposé Fargate. Avec Fargate, on n'a pas d'infrastructure à gérer. Vous n'avez pas à vous occuper des EC2 potentiels qui sont sous-jacentes. Vous gérez uniquement au niveau de votre container. Et finalement, c'est ça qui intéresse nos clients, c'est de se dire que finalement, tout ce que je veux, moi, c'est déployer des containers, le faire de la manière la plus simple et la plus efficace, et Fargate aide à faire cela. De plus, vous n'avez pas à gérer l'aspect scale. Quand on est sur ECS, si vous avez besoin de créer un groupe où vous avez besoin de rajouter des instances ou de rajouter des containers, il faut ajouter le nombre d'instances nécessaires pour supporter le nombre de containers nécessaires à votre besoin. Avec Fargate, on scale de manière très simple et très rapide, puisqu'on pré-provisionne les ressources pour vous. Et si on a besoin d'ajouter des ressources, c'est nous qui nous occupons de rajouter les ressources sous-jacentes. Vous vous focalisez uniquement sur vos containers. Et l'avantage aussi de Fargate, c'est que finalement, vous ne payez que pour la ressource que vous utilisez, ce qui était déjà le cas avec EC2 en ne payant que pour les EC2 que vous utilisez. Mais là, on descend encore un cran en se disant que finalement, avec Fargate, si vous avez besoin de temps de CPU et de temps de RAM, ne payez que pour ce temps de CPU et ce temps de RAM. En résumé, quand on utilise Fargate, on se dit je veux un sandwich, finalement, et je n'ai pas envie d'avoir toute la logistique du sandwich, le camion, l'approvisionnement. Moi, tout ce que je veux, c'est un sandwich. Et dans le cas ici, c'est Fargate qui est ce sandwich et qui vous permet de vraiment vous focaliser sur votre business. Et Fargate est une solution managée. Donc, de la même façon que l'on avait donc, un control plane, donc du coup, on s'occupe pour vous de gérer toutes les ressources qui sont complètement sous-jacentes. Donc aujourd'hui et à terme, vous allez donc avoir plusieurs options. La première, utiliser ECS. La deuxième, utiliser EKS. Et vous allez pouvoir choisir votre façon de démarrer des ressources. Donc soit vous les démarrez en utilisant des instances EC2, soit vous les démarrez en utilisant Fargate. Le fait d'utiliser Fargate, dans le cas d'ECS, vous pouvez avoir un cluster qui va démarrer autant sur Fargate que sur EC2. Et on vous laisse toujours le choix. Ce n'est pas parce que l'on sort Fargate que du coup vous n'avez plus la possibilité d'utiliser vos clusters EC2, ECS mais basés sur des EC2, comme vous avez pu l'avoir avant. Avec EKS, on y reviendra par la suite, vous avez la possibilité de déployer votre cluster sur des instances EC2 et à terme, donc ce n'est pas encore le cas mais ça fait partie de notre roadmap, vous allez aussi avoir de l'EKS Fargate, donc de pouvoir faire du Kubernetes et de gérer du Kubernetes sans avoir à vous occuper totalement de l'infrastructure sous-jacente, que cela soit pour le control plane ou pour le data plane. Mais du coup, vous allez me dire, maintenant que je suis sur ECS et que j'ai le choix entre faire de l'EC2 et de faire du Fargate, finalement, comment faire pour comparer les deux modes ?
Eh bien, au démarrage de votre cluster ECS, vous allez choisir entre je veux de l'EC2 ou et je veux du Fargate. Et du coup, comment cela se matérialise? Eh bien, de manière assez simple. Donc, tout à droite, vous avez donc ma droite, donc votre gauche. Vous avez donc les instances. Donc, les instances EC2, ce sont les instances qui vont être la base, donc la partie sous-jacente de votre cluster. Sur ces instances EC2, vous allez faire tourner ce que l'on appelle des services. C'est une abstraction qui va regrouper plusieurs containers. Et ces conteneurs, eux, vont être regroupés sous forme de tâches. Donc, si je me résume, dans une tâche, j'ai un ou plusieurs containers. Sur ces tâches, je peux les regrouper par service. Et une fois que j'ai regroupé mes tâches par service, je les fais tourner physiquement sur des instances. Et quand on utilise ECS, on est responsable de tout. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de gérer vous-même les instances, de dire je veux une i3 ou je veux une T2, je veux une machine avec du GPU, je veux une machine sans GPU. Et vous êtes responsable de l'autoscaling de ces machines, donc de l'utilisation de ces machines. Et je suis aussi responsable de la définition du service et de la définition des tâches associées. Du coup, avec ECS, vous avez cette gestion. Et cette gestion peut se faire par API. Donc l'avantage et l'ensemble des services AWS, c'est que ce sont des services qui fonctionnent par API. Donc vous avez la possibilité d'utiliser tous ces services vous-même au travers de l'API ECS. Et du coup, vous choisissez la combinaison nécessaire entre des GPU, entre des spots. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que est les spots, ce sont des instances en fait à prix vraiment cassé, donc jusqu'à 80 voire 90% de réduction sur l'instance. Par contre, comme c'est de la capacité en fait qui n'a pas été utilisée que l'on vous propose, donc on la propose à prix cassé. Par contre, si nos clients ont besoin de cette ressource, du coup, vous pouvez potentiellement perdre la machine. Avec les spots, vous pouvez aussi dire je veux que ma machine me coûte 1 € de l'heure, donc mon instance EC2 me coûtera 1 € de l'heure ou $1 de l'heure. Et quand le prix est au-dessus de mon dollar, ma machine est arrêtée. Et avec les spots, on peut soit faire de la réservation, avec les spots instances, on peut choisir de dire qu'au bout de 2 minutes, la machine va être arrêtée, stoppée ou mise en hibernate. On peut aussi réserver les instances lorsqu'on utilise ECS. Donc vous avez toute cette maîtrise possible. J'espère que c'est assez clair jusqu'à maintenant. Et avec Fargate, finalement, on est assez proche de ce que je viens de vous expliquer sur ECS. Donc si vous devez repartir avec une idée, c'est celle de se dire que finalement, avec Fargate, c'est toujours les mêmes tâches. Donc si vous avez l'habitude d'utiliser ECS aujourd'hui, eh bien, du coup, vous retrouvez la même définition de tâches, les mêmes API qui sont disponibles. Et du coup, la façon de migrer est vraiment très simple, puisqu'on peut facilement passer de Fargate à ECS au format EC2 et inversement. Et du coup, on utilise les mêmes services AWS pour l'un de ces deux modes. Mais l'avantage de Fargate, c'est que du coup, vous n'avez plus à vous occuper des instances. Vous n'êtes responsable que de la définition des services et des tâches, et du coup des conteneurs sous-jacents à ces tâches. Avec Fargate, vous définissez vous-même, vous focalisez uniquement sur la définition de vos tâches, la définition de vos services et donc les conteneurs associés. Et comment fonctionne Fargate ? Eh bien, vous choisissez donc le niveau de CPU et le niveau de mémoire associé. Par exemple, si vous pouvez dire mon instance, ma tâche, n'a besoin que d'un quart de CPU, donc 0,25 CPU, et je lui associe de la mémoire associée. Donc je peux dire, je vais mettre 512, 1 giga ou 2 gigas. Et on peut comme ça monter jusqu'à une tâche qui aura 4 CPU et jusqu'à 30 gigas de mémoire. Donc vous définissez réellement la ressource nécessaire, non plus au niveau de l'instance EC2, mais directement au niveau de la tâche. Et comment faire le choix entre ECS en Fargate et EC2 ? Eh bien, si finalement vous n'avez envie que de déployer des instances et de ne pas vous occuper de l'infrastructure, partez sur Fargate. Si le mode AWS VPC vous convient, partez sur Fargate. Et si vous voulez ne pas trop, entre guillemets, vous prendre la tête, si vous me passez l'expression, passez sur Fargate. Si par contre vous avez besoin de customiser, de maîtriser votre instance et de se dire, en fait, mon instance, elle a une AMI particulière, elle va utiliser des ressources particulières, j'ai besoin de faire de la GPU. Dans ce cas-là, EC2, ECS en mode EC2 est le meilleur choix.
Parlons maintenant des containers sur Kubernetes. Donc, on a sorti un service qui s'appelle EKS. Nous allons voir ce que l'on peut en dire de plus. Nos clients n'ont pas attendu que l'on sorte EKS pour faire du Kubernetes sur la plateforme. Et aujourd'hui, mondialement, 57% des workloads qui existent sur EKS, qui existent sur Kubernetes, et tournent sur AWS. Donc, nos clients n'ont vraiment pas du tout attendu que l'on propose un service pour faire du Kubernetes sur AWS. Et ils nous ont dit, à l'issue de cette expérimentation, que nos clients nous ont-ils dit ? Eh bien, run Kubernetes for me, s'il vous plaît, faites tourner pour moi, managez Kubernetes. Mais ils ne sont pas arrêtés là. Ils ont aussi dit, nous voulons une intégration avec les services AWS qui soit simple et facile. Et surtout, nous voulons un vrai Kubernetes, pas un AWS Kubernetes, pas une sous-version de Kubernetes. Nous voulons Kubernetes, mais en version managée. Et c'est pour ça que nous avons sorti Elastic Container Service pour Kubernetes. Si ça vous va, on l'appellera EKS. Donc, Elastic Container Service for Kubernetes, aka EKS, est donc un service managé où on va s'occuper de manager pour vous la partie control plane. C'est un service qui est hautement disponible et sur lequel on va s'occuper de gérer la migration. Donc, on va gérer pour vous les migrations des versions mineures et vous aurez le choix de migrer ou non les versions majeures jusqu'à la N-3 de la dernière version existante. Et EKS s'inscrit dans l'ensemble des services AWS, donc on va pouvoir l'intégrer à CloudWatch, à IAM pour tout ce qui va être authentification, au VPC, faire des private links dessus. Voilà. EKS est une solution complètement certifiée Kubernetes et nous participons au CNCF, le Cloud Native Cloud Foundation. Parlons un petit peu de l'architecture de EKS. Ici, donc, vous avez le EKS est composé de 3 morceaux. Le premier, c'est le master, c'est vraiment cette partie qui va recevoir les requêtes qui portent les API d'un cluster Kubernetes. L'ETCD, donc l'ETCD, est une base NoSQL qui va contenir le statut du cluster. Donc, en fait, le master s'appuie régulièrement sur l'ETCD pour récupérer le fonctionnement du cluster et savoir en fait combien de nodes disponibles et ainsi de suite. Et en dessous, on a les workers qui sont disponibles et qui sont gérés, qui vont se connecter sur ce master. Dans le cas d'EKS, ce que l'on a fait, c'est qu'on l'a mis sur nos 3 zones de disponibilité. Donc, du coup, le control plane d'EKS, c'est hautement disponible et très tolérant aux pannes. Et en termes de management, donc, toute la partie master est gérée par nous. Donc, c'est nous qui nous occupons de gérer, donc, du coup, de déployer sur plusieurs zones de disponibilité. Et voilà. Et vous avez juste, entre guillemets, à vous occuper de déployer sur votre compte un cluster avec uniquement les workers, et ce worker va se connecter au cluster et donc que vous aurez défini. Donc de votre point de vue, ça ressemble à ça, c'est-à-dire que vous allez avoir, quand vous dites créer à EKS de créer un cluster Kubernetes, le cluster va donc apparaître sur cet endpoint, mycluster, donc si vous l'avez appelé mycluster.eks.amazonaws.com, et dessus, vous allez connecter vos différentes workers directement. Et pour ceux qui connaissent un petit peu Kubernetes, le kubectl va être porté par le master et être donc accessible. Et donc voilà. Donc du coup, vous allez vraiment vous simplifier la vie. Vous dites, je veux un cluster, le cluster démarre, je n'ai plus qu'à connecter mes workers dessus. Si on regarde un tout petit peu plus en détail ce qui se passe, en fait, depuis les workers, les calls API vont être faits vers un load balancer qui va donc rediriger ces requêtes vers le master. Et du coup, le master, lui, va parler à une ENI, qui est donc une Elastic Network Interface, qui va être dans votre compte, et donc qui va rerouter les requêtes vers les workers. Ce qui fait que, de votre point de vue, vous avez en vert les ressources qui sont dans votre compte, et en orange, les ressources qui sont dans le compte, entre guillemets, AWS. Et ceci vous permet, du coup, de se dire que si on perd un master, eh bien les requêtes sont rebalancées du worker vers une autre ENI et donc vers les 2 masters restants, ce qui fait qu'on est tolérant aux pannes, donc on peut se permettre de perdre une zone de disponibilité, puisque du coup, Kubernetes, si on a perdu toute la zone, mettons toute la zone numéro 3, eh bien les containers qui seront sur les workers de la zone numéro 3 vont être rebalancés sur les workers de la zone numéro 2, 2 et 1, à supposer qu'il y ait suffisamment de place sur les instances que vous avez choisies pour permettre le balancing.
De plus, le master est complètement accessible et visible depuis CloudTrail et depuis CloudWatch. Donc vous voyez toutes les actions qui ont pu être faites sur le master, de la même façon que pour les autres services AWS. On s'intègre complètement à ce qui peut être fait dans les autres services, donc avec l'intégration de CloudTrail pour suivre les calls API et de CloudWatch pour suivre les différentes métriques. AWS adore la communauté Kubernetes et on s'intègre véritablement à de nombreux projets associés à la communauté. Donc là, il y en a quelques-uns qui sont cités, je ne vais pas rentrer dans tous, mais on a par exemple du coup, le plugin CNI qui permet du coup, de gérer les aspects réseau en s'appuyant sur les services AWS, les virtual kubelets qui permettra à terme de pouvoir faire du EKS Fargate et donc de s'extraire de la partie sous-jacente, donc des instances, pour pouvoir faire du Kubernetes. Et on participe à d'autres projets, et on adore la communauté, et on fait en sorte de vraiment être très présent au sein de cette communauté. Je vous propose maintenant d'écouter le témoignage de Jean-Philippe Caruana, qui est directeur technique chez Deepkey. Vous pouvez l'applaudir. Merci. Merci. Bonjour, moi je vais vous parler de notre adoption de Fargate chez Deepkey. Je vais vous parler un peu de Deepkey, puis une petite histoire derrière. Donc Deepkey, nous on est un acteur qui se place dans le champ des économies d'énergie. Et notre objectif, c'est de faire réaliser les économies d'énergie à nos clients. On s'adresse à un marché qui est très traditionnel, qui a très peu digitalisé, j'aime pas ce mot-là, mais vraiment à l'ancienne. Et avec notre objectif de leur faire réaliser des économies d'énergie par l'analyse de leurs données, on les aide aussi à améliorer leur façon de gérer leur parc immobilier. Ça, c'est la grosse vision, je ne vais pas entrer dans les détails, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Nous sommes une entreprise qui a 4 ans, la semaine dernière. Bon, voilà un peu les chiffres, on est une cinquantaine de personnes, avec des gens qui sont spécialistes de l'énergie, des maths, et puis des gens qui, comme moi, faisons du code. Voilà, plus de 100 clients. Et on s'adresse à plein de secteurs particuliers, la banque, l'immobilier d'entreprise et la grande distrib, et puis maintenant les secteurs publics, comme Mairie de Paris et autres. Voilà, la petite intro sur Deepkey, je serai dispo après pour en parler si vous voulez. Donc chez Deepkey, on a une approche assez... on fait les choses petit à petit, on ne réinvente pas la roue et on s'appuie sur des choses connues. Donc notre architecture technique, elle est très classique. On a des serveurs front qui servent du trafic HTTP, derrière un load balancer, et on a des serveurs qui traitent du trafic asynchrone. On appelle ça des workers, et on communique via un bus de données. Par ailleurs, on s'appuie sur des bases de données. Donc là, vous voyez, tout ça au sein d'un seul VPC par plateforme. Notre stack, elle est toute petite. On s'appuie sur Python essentiellement. Donc Flask qui parle HTTP. RQ, je vais revenir dessus, c'est notre framework qui nous permet de communiquer entre les fronts et les workers pour faire des tâches de manière asynchrone. Et nos bases de données, c'est MongoDB ou InfluxDB selon les types de données que nous utilisons. Donc on va se concentrer aujourd'hui sur la partie du bas, Server Workers, et comment on est passé de machine EC2 classique à Fargate. Bim. Juste pour revenir là, cette architecture-là, pardon, on l'a mis la même sur toutes nos applications ou tous nos services, hein, vous l'appelez comme vous voulez. Et pour des raisons de coût, on a principalement 2 plateformes. La plateforme de notre logiciel Deepkey Ready, accessible à nos clients, et l'autre plateforme de tous les trucs qui se passent derrière, aller chercher les données, analyser les factures, lancer des calculs de maths, etc. Et pour faire des économies, parce qu'on est une petite boîte. Et il se trouve que donc, nos server workers reçoivent, pour la deuxième partie que j'ai mentionnée, reçoivent plein d'applications différentes. Donc, le premier problème qu'on rencontrait, c'était que sur ces serveurs-là, nos workers se battaient pour les ressources, CPU, RAM, voilà. Et donc les tâches s'interrompaient, c'était devenu vraiment instable. Également, on avait des problèmes d'interruption des workers au déploiement. Donc, si un worker avait pris une tâche, travaillé dessus, et que derrière on faisait un déploiement, il se coupait, la tâche disparaissait. On a essayé de contourner, de faire des hacks, mais ce n'était pas vraiment satisfaisant.
Et également, on était obligé de dimensionner par le plus. Donc on mettait des grosses instances EC2 qui parfois faisaient rien et parfois étaient même sous-dimensionnées pour du gros calcul. Et donc on était très frustrés. En fait, quand Amazon m'a contacté pour parler de ça, on était assez surpris parce que pour nous, passer à Fargate, ça s'est bien placé. Et je me suis demandé, mais comment ça se fait que ça a été aussi facile pour nous? Et en fait, on avait quelques prérequis, je voudrais vous les présenter. Déjà, depuis 2 ans, tout nos déploiements, plateforme, création des serveurs, mise à jour des serveurs, déploiement de l'applicatif, tout ceci, c'est entièrement automatisé. On s'appuie sur Terraform pour créer des serveurs, les VPC, les réseaux et tout ça, et Ansible pour mettre à jour les OS et également pour déployer nos applis. Également, dans nos équipes, on avait déjà travaillé avec Docker et le service de registry de chez Amazon. Alors d'une part en local pour travailler avec la bonne version de MongoDB ou ce genre de choses, donc juste en utilisateur. Également, on utilise par ailleurs des lambdas pour parser les factures et tout ça. Et on avait envie de tester unitairement notre code et le faire dans un environnement qui ressemble à l'exécution du lambda sur un poste de dev. Du coup, on s'est appuyé sur Docker pour avoir une lambda Amazon en local. Et également, notre intégration continue, c'est un Jenkins. On construit des images AMI pour le Jenkins principal lance des slaves pour faire des jobs de build. Et pour construire les images générées, on passe par des Docker. Donc on avait déjà un petit peu travaillé avec ça. Et donc on n'a pas eu besoin d'apprendre à servir de Docker et ce genre de choses. Et tout s'est bien passé au bon moment. C'est-à-dire que là, je vous raconte une histoire qui a eu lieu au mois de juin. Les problèmes, on les a rencontrés avant. On avait déjà réfléchi à utiliser Docker pour ça. La partie ECS classique qu'a présenté Abbas, on s'est dit ouais, c'est compliqué, il va falloir mettre plein de serveurs et tout. On n'avait pas envie de faire ça. Il se trouve qu'on est hébergé sur la région Irlande. Et je sais pas, une semaine après l'annonce, c'était dispo en Irlande, donc c'était cool. Terraform, donc est notre outil qui crée des serveurs. Très vite, l'applicatif savait faire du Fargate. Et en plus, on va voir, il y avait beaucoup moins de paramétrage à créer aussi côté Terraform. Parce que nous, on n'utilise pas des outils de clic, on utilise du script, c'est essentiel pour avancer. Et puis, on utilisait pas mal de choses chez Amazon pour monitorer l'état des fils, les métriques dans CloudWatch. Donc, on savait qu'on allait être capable de dire, à un moment, j'ai pas assez d'instances, j'ai besoin d'en rajouter. Donc ça, c'est en surveillant nos fils, c'est la partie scale-up. Et tout à l'heure, je vous parlais de RQ, c'est notre lib, enfin une lib open source qui permet de déléguer comme ça le travail. Pour les mode workers, il y a un mode burst. Et donc, si vous démarrez un worker en mode burst, il va se lancer, se connecter à la file dans Redis, dépiler ses tâches, et si la file est vide, il s'arrête, le process s'arrête. Et du coup, pour nous, ça nous permet de ne pas gérer la partie scale down. Donc, l'instance Docker se lance, il dépile, il fait son travail, et puis quand il a fini, il s'arrête et la ressource est détruite. Tout ça fait que c'était très facile pour nous. Et donc la partie qui a changé, c'est en bas. Okay. On n'a plus de serveur et on utilise des containers ECS en mode Fargate. Okay. Rien d'incroyable. Donc un petit peu de code, mais on va pas passer beaucoup de temps. Ce qui est important, c'est que là, c'est comment est-ce qu'on déclare un worker Fargate. Il suffit de déclarer Fargate là-haut. On détermine la taille de la CPU et de la RAM qu'on a vu tout à l'heure, l'histoire de rôle et tout ça. Du paramétrage, là, on lui passe comment est-ce qu'on se connecte à notre Redis. On est aussi sur Sentry pour les erreurs. Et où est-ce que les logs partent, etc. Donc super simple. C'est quasiment la même chose que pour déclarer un ECS classique, avec encore moins de paramètres. Ça, c'est pour les tâches. Et les services, c'est tout petit. Donc c'est les deux notions. Et on déclare également, ce qui est important là, c'est de dire, on le met dans tous les sous-réseaux, en particulier toutes les zones de disponibilité, avec la sécurité et tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que tout ça, on les lance dans les réseaux privés de nos plateformes existantes. Comme ça, c'est pas accessible de l'extérieur, on est très content. Donc ça, c'est du Terraform, mais vous pouvez utiliser, je sais pas, Cloud, je sais pas quoi. CloudFormation. C'est ça, CloudFormation. Avec lequel j'ai du mal, mais voilà.
Alors tout n'était pas rose quand même, on a eu un premier souci de vocabulaire. Là on a une explication très claire sur les services, les tasks. À la lecture de la doc, comme on l'a lu, et au moment où on s'est mis dedans, on a eu du mal à comprendre. Une partie vient du fait que dans RQ, Setlib, qui lance Stayworker, quand on met un travail à faire dans la file, ça s'appelle une task. C'est bête, mais 2 fois le même mot pour des choses très différentes, ça peut vous embêter. Et on a eu du mal à comprendre vraiment cette différence entre service et task. Également, un petit souci, c'est après, une fois qu'on est mis en production, pour le suivi des coûts, c'est plus compliqué aujourd'hui, puisque avant on n'était qu'avec des machines EC2, donc on les tag avec un tag projet, et puis nous on tag la plateforme testing ou autre, et je peux regarder mes coûts, est-ce que ma prod me coûte plus cher que ma pré-prod, ou ce genre de choses. Là, cette information-là, je l'ai perdue aujourd'hui, et c'est compliqué à suivre. Et également, c'est compliqué à suivre aussi de savoir facilement dans CloudWatch combien est-ce que j'ai d'instances qui sont lancées ou qui ont été lancées. Donc c'est des petits soucis qui nous restent. J'ai remonté l'info auprès d'Amazon et je sais que ça va évoluer, qu'on n'était pas les seuls. Et donc on en est très content. On n'a plus les problèmes qu'on rencontrait. On avait aussi un objectif caché qui était de diminuer nos coûts. Je ne sais pas pourquoi on avait cet objectif-là, mais de fait, on ne l'a pas atteint puisqu'on était carrément sous-dimensionné. Puisque, je vous disais, sur un certain nombre de serveurs, on faisait tourner plein de services. Ils se battaient. Ils avaient juste besoin de plus de place, tout simplement. Donc là, j'ai un peu augmenté mes coûts, mais au moins, j'ai une prod qui est hyper stable, fiable et sur laquelle je peux m'appuyer. Alors, la suite pour nous, on ne s'est pas embêté. On a mis, comme j'ai vu ici, là, voilà, je prends un type, on dit tiens, j'ai besoin de 512 de CPU et 4 Go de RAM et, pour une appli. Et ça, c'est quand même ça peut être bien pour des jobs qui prennent du temps et de la place, mais parfois, un des jobs, ça peut être envoyer un email, ce genre de choses. Donc on est clairement surdimensionné par rapport à nos besoins. Et du coup, ça nous fait réserver quand même des instances ou mettre en place des machines qui coûtent cher. Donc, la première suite pour nous, ça va être de dimensionner plus finement les instances et les tâches en fonction du travail à réaliser pour être plus fin. Je vous parlais qu'on avait 2 plateformes très différentes. Notre application que nos clients voient, DeepKey Ready, elle n'est pas sur ce modèle-là, elle est encore à l'ancien modèle. On ne l'a pas fait parce qu'on veut vraiment faire l'étape précédente pour migrer cette application-là sur ce modèle-là. Et puis maintenant qu'on voit comment ça marche, et si on a une facilité d'avoir une gestion des coûts ou ce genre de choses, pourquoi pas passer sur nos frontaux web, hein. Pareil, c'est des serveurs qui tournent, et donc ce seraient des services, en l'occurrence, chez Fargate, et voilà, aller au bout de cette démarche pour terminer ce travail-là, et puis se concentrer sur nos sujets. Donc voilà, comme l'a dit Abbas, hein, vraiment, passer à Fargate, c'était simple, et on ne s'est pas posé de questions de dimensionnement de serveurs, de provisioning, tout ça. C'est que de la déclaration, et après, on ajoute des instances selon le besoin. Et voilà, j'étais super rapide, c'est cool. On aura une plus grande pause. Tu voulais dire quelque chose? Oui, je fais une dernière slide. Mais... Alors déjà, je t'en prie. Évidemment, on recrute. On recrute beaucoup. Donc, on est une équipe d'une vingtaine de personnes au niveau des équipes techniques. Et donc, c'est jobs@deepkey.com, c'est facile. Sinon, je serai disponible jusqu'à milieu de l'après-midi pour échanger. Voilà, je pense qu'il y a si la planète compte pour vous, si vous voulez faire des chouettes choses et continuer à avancer et à apprendre, vous serez les bienvenus au sein de DeepKey pour qu'on travaille ensemble. Merci. Merci beaucoup, Philippe. Donc voilà, j'en profite aussi pour dire qu'AWS recrute. En plus aussi au passage. Mais DeepKey est vraiment une très belle entreprise. Et du coup, voilà, je vous invite à regarder. Donc je laisse quelques secondes de plus pour ceux qui sont intéressés. Pour terminer cette session, donc depuis décembre 2017, nous avons ouvert une nouvelle région en France. Maintenant, il n'y a plus de raison de ne pas passer dans le cloud AWS. Donc, vous pouvez maintenant avoir vos données présentes en France, ce qui permet donc d'améliorer pour vous la latence pour l'accès à ces données, puisqu'en fait, nos data centers sont positionnés autour de la région parisienne.
La région France est composée de 3 zones de disponibilité. Donc, ce ne sont donc pour tout le monde, je pense que tout le monde est au courant de ce qu'est une zone de disponibilité, mais pour les 2-3 personnes qui ne le sauraient peut-être pas. Donc, une zone de disponibilité, c'est quoi? C'est un data center. Donc, c'est pas une salle dans un data center, c'est vraiment un building dédié dans lequel on va retrouver donc, les data centers. Et chaque zone de disponibilité est séparée de suffisamment de kilomètres pour avoir des profils environnementaux différents. Donc, pour avoir la possibilité de, si par exemple il y a un incendie ou une inondation sur une zone de disponibilité qu'elle n'est plus accessible, les autres zones de disponibilité resteraient accessibles. Donc, du coup, vous pouvez mettre en place vos PRA, donc vos procédures de reprise sur accident, à l'intérieur de la région, donc sans avoir à sortir de la région France, être en mesure de mettre en place vos mécanismes de reprise. On a des connexions privées dédiées qui s'appellent Direct Connect vers la région France. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on a une latence qui est vraiment très faible lorsque l'on est en France.